Caroline, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est fin novembre. On Oui. avait parlé, entre autres, il y avait une conférence de presse pour parler de tout ce qui touchait les comptes d'urgence pour les entreprises canadiennes, le fameux remboursement où on demandait une extension d'1 an. On voit que malheureusement, le message n'a pas été saisi. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour les entreprises du secteur ici, de la Bien, côte de Beaupré et d'Orléans? En fait, la date d'échéance est passée, mais nous, on n'a pas fini de travailler sur le dossier. On va continuer de persister pour faire comprendre au gouvernement que tout est encore possible, qu'il y a des ententes qui peuvent être prises de même nature que lorsqu'un contribuable a tout à coup une dette fiscale et qui prend des ententes avec le gouvernement. Je pense que les entreprises pourraient avoir accès à sans pénalité, donc sans perdre le 20 000 en question, qui pourraient avoir une entente avec le gouvernement pour ventiler sur un certain nombre de mois le remboursement du 40 000 Nous autres, on est encore en train de travailler à faire comprendre, en fait, aux proches de Mme Freeland, parce que c'est pas mal juste elle qui accroche, parce que plusieurs de ses collègues semblaient d'accord avec notre présentation et ce volet-là qu'on apportait comme solution. Donc, on va continuer de persister, je vous dirais, dans cet axe-là. Et le pendant de ça, bien, il va falloir que le Parti libéral vive avec les résultats. Avec le risque possiblement... Oui, et ça, on va leur rappeler souvent que on voit déjà des entreprises fermées. C'est déjà effectif. Dans la dernière semaine, on en a déjà entendu parler. Donc, on va se permettre de leur rappeler le plus souvent possible que... Et c'est toujours le temps de faire quelque chose. Il y a plusieurs autres options possibles plutôt que de sabrer dans les PME, dont l'économie, le fondement même d'une économie, particulièrement au Québec, parce qu'il y a beaucoup de PME au Québec, c'est l'exercice économique de ces PME-là. Et non seulement l'exercice économique, je dirais socio-économique, parce qu'il y a un ensemble de services, quartiers. Quand on parle de ville, c'est les quartiers où il y a le dépanneur, la boulangerie, la pâtisserie, le coiffeur, dans un quartier même urbain, et encore pire dans les régions où on perd ces petites entreprises-là qui faisaient bien notre affaire dans les régions. Et qui étaient le cœur du village. Oui, c'est ça, qui servent à la vitalité, au fait qu'on est dans un petit village à peu près autonome. Et ça fait tout un changement dans la vie des gens. Et ça aussi, il va y avoir un prix à payer pour ça. Alors voilà, on va leur rappeler le plus souvent possible. À suivre de ce côté-là. Il y a aussi la fameuse crise des médias. Si on touche pour la côte de Beaupré et d'Orléans, il n'y en a pas énormément. Ceux qui sont là semblent avoir quand même une relative bonne santé financière, oui. Mais il faut quand même penser que il y a toujours quelque chose qui plane autour. Il y a un risque au niveau de la crise des médias. On sent qu'il y a des réorganisations aussi. Il y a des... On sent que de partout, les petits médias de région envisagent des alternatives pour ne pas mourir. Donc, on sacrifie un volet, on sacrifie un journaliste, on sacrifie... Et ça, c'est une catastrophe pour l'information, l'accès à l'information. C'est la mission première des médias des régions. Et moi, je ne peux pas imaginer ne plus avoir de médias dans nos régions. C'est ce qui permet d'avoir accès aux informations, ne serait-ce qu'aux différentes orientations municipales, nationales, aux publicités de notre quartier, aux événements communautaires. C'est un drame. Mais on a toujours sur la table le 50 millions qu'on demande au gouvernement pour... Et quand le gouvernement nous répond qu'il est en situation où il faut qu'il restreigne les dépenses, il y a encore pas mal de dépenses vers le pétrole qui pourraient probablement être réorientées ailleurs. Les médias en font partie. Donc, à surveiller celui-ci Absolument. également. Absolument. Maintenant, vous vous êtes rencontrés justement tout le caucus du Bloc québécois dernièrement pour se préparer pour votre session à Ottawa, pour le début de la session. On a vu qu'il y avait des priorités que vous aviez en tête. Quelles sont ces priorités qui touchent quand même aussi la région de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans? Bien, je vais vous dire à quel point on a eu du plaisir à se retrouver. Vous dire aussi qu'on a célébré les 50 chefferies de notre chef Yves-François Blanchet, qu'on avait une partie musicale où on a eu beaucoup de plaisir. Alexandre Béliard est venu chanter. Moi, j'ai poussé la chansonnette. Il y avait Gilles Duceppe qui était là. Il y avait Guy Chevrette et un ensemble d'anciens députés aussi souverainistes et indépendantistes. Donc, ça a été vraiment un très beau moment. On a ri, on a eu du plaisir, on était contents de se retrouver.
Et le lendemain, on a fait une grosse journée de travail où on a mis en place, où tout le monde a eu droit de parole, tout le monde a pu s'exprimer, ajouter, bonifier certaines idées qui étaient déjà sur la table. Et voilà, nos priorités, bien, écoute, le coût de la vie. Les gens vont à l'épicerie, puis ils sont dans l'allée, puis ils se demandent s'ils vont se rendre à la caisse avec ce qu'ils ont dans leur panier, puis s'ils vont être capables de le payer. On a du travail à faire pour être capable de rétablir un certain nombre de... Puis on en parlait tantôt avec la CIEC. Bien, c'est ce genre de geste-là qui fait en sorte qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui n'a pas une certaine interrogation. En tout cas, la grande partie de la population devient interpellée par le coût de la vie. Le coût de la vie, ça veut dire aussi la crise du logement. Ça veut dire les 470 millions que le gouvernement fédéral doit au Québec pour l'accueil des demandeurs d'asile. Ça, c'est de l'argent qui nous est dû, qu'on doit verser, que le fédéral doit verser au Québec. Et on entend bien faire résonner ça très fort. L'immigration, c'est un volet où il y a un certain nombre de variables qui influencent le concept de l'immigration et les raisons pour lesquelles on réfléchit à un nombre d'accueils. Mais ce qui est important, c'est une immigration réussie. Et une immigration réussie, ça compte pour l'ensemble de la population. Donc, des gens qui arrivent chez nous, il faut les franciser, il faut leur donner un logement, il faut leur donner des services de santé, des services scolaires, de garderie. Donc, l'important, c'est que le fédéral comprenne que chaque province et le Québec, on a, nous, la meilleure lecture d'une immigration réussie. Et c'est donc à nous de déterminer comment on l'a fait, cette immigration-là. Est-ce que de ce côté-là, à ce moment-là, est-ce que vous avez des contacts avec les gens au gouvernement québécois, donc au gouvernement de la CAQ, pour pouvoir justement s'ajuster en avec fait, nous, c'est l'Assemblée nationale dans son ensemble. D'accord. Et l'Assemblée nationale a parlé haut et fort dans ce sens-là. Donc, je pense que c'était à l'unanimité où on demande au fédéral de se mêler de ses affaires, en fait. De nous verser l'argent qu'il nous doit, puis de se mêler de ses affaires. Et j'espère bien que le fédéral entendra raison, parce qu'on n'est pas les seuls à dire ça. Au début, il y a un an, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an et demi, on demandait la fermeture du chemin Roxham, on demandait une immigration mieux gérée, mieux adaptée. Les demandeurs d'asile, la même chose. On a pris 48 des demandeurs d'asile la dernière année. 48 de tout ce qui rentre au Canada. Alors, il faut que ce soit réparti mieux que ça. Et maintenant que c'est réparti, que ça commence à se répartir dans les autres, tout à coup, Toronto nous donne raison. Le Bloc avait raison. Mais pendant un an, ils nous ont traité tous les noms. Enfin bref, c'est pour vous dire à quel point on est toujours un peu en avant. Et si les gens écoutaient davantage les débats à la Chambre des communes, verraient que la plupart du temps, les bonnes idées, ça vient du Bloc. Et puis souvent, ça sert les autres. Mais nous, notre objectif, c'est de servir le Québec. Si ça sert les autres, tant mieux. Mais alors, voilà ce qui est, par exemple, les étudiants étrangers. On n'a pas le fédéral n'a pas à décider qu'il limite l'accès aux étudiants étrangers. C'est le Québec qui doit décider ça. C'est le Québec qui a des institutions scolaires, collégiales, universitaires, et qui doit déterminer où est l'enjeu, quel est l'enjeu, quelle est la mesure et comment on peut arriver à bénéficier que ce soit positif pour tout le monde, tant pour les gens qui rentrent ici que pour la société québécoise qui les accueille. Et c'est dans ça c'est cet axe-là qu'on prend et qu'on va continuer de tenir, évidemment, parce que c'est de plus en plus, les experts le disent, on entend des grands économistes comme Pierre Fortin qui nous donnent raison. Et ça fait un an qu'on dit ça, mais là, tout à coup, tout le monde nous donne raison. Donc, on était probablement, comme dirait mon leader à l'intérieur, sur le bon picot. Donc, à surveiller pour surveiller, pour vous. Oui. Je vais maintenant prendre le temps de voir avec vous, avec les responsabilités que vous avez comme à l'opposition pour pêche et océan. Est-ce qu'il y a des éléments importants qui s'annoncent pour 2024? Bien, on vient d'entendre une conférence de presse donnée par la ministre des Pêches, Mme Leboutillier, qui d'ailleurs nous a dit en plein comité, « Madame Desbiens, je ne suis pas la ministre des Pêches du Québec, je suis la ministre des Pêches du Canada. » Quand j'ai voulu lui parler des pêcheurs du Québec. Et on a une annonce, depuis le mois d'août, qu'elle nous annonce qu'elle va nous faire une annonce. Et là, on l'a?
Ça fait 4 fois qu'elle prend parole devant les médias pour dire qu'elle va faire une annonce. D'accord. Alors là, elle a fait l'annonce, elle a annoncé presque rien. Et ça, c'est déplorable. Elle nous a annoncé qu'il n'y aurait plus de moratoire sur le sébaste, mais elle nous a annoncé un quota. Il n'y a pas un pêcheur, il n'y a pas un transformateur qui va dire on va investir tant d'argent pour s'outiller, pour s'organiser, pour être capable de transformer le sébaste, pour pêcher le sébaste avec nos bateaux, avec un quota de 20 000 tonnes. Alors qu'il y a 3 millions de tonnes, c'est évalué, les mesures sont faites, 3 millions de tonnes dans le golfe de Sébaste, et que le sébaste est un prédateur de la crevette. Et qu'on coupe, on a 3 000 tonnes, 3 060 tonnes, je ne sais pas c'est quoi le calcul, là, mais de crevettes, de permission pour pêcher la crevette. Je parlais avec des crevettiers tantôt, c'est même pas la moitié d'un voyage. Mais qu'est-ce qui explique... Réparti en tous les crevettiers. Selon vous, qu'est-ce qui explique justement la position du fédéral là-dessus? Écoutez, il y a une volonté... Oh, je fais attention à ce que je dis, là. Okay. Mais il y a une lenteur dans la compréhension des réalités du milieu. Je ne comprends pas pourquoi on prend tant de temps à prendre acte de ce que le milieu dit depuis plus d'un an et demi, 2 ans. Donc, il y a une déconnexion entre ce qui se fait, ce qui est passé dans les bureaux, les hautes sphères, versus ce qui se passe sur le terrain. Exactement. Et la ministre nous a dit, je suis en contact avec les pêcheurs pélagiques. Et moi, je parle aux pêcheurs pélagiques, puis ils me disent, on ne nous a jamais parlé. Donc, il y a comme une... Je ne le sais pas. Mais je trouve ça embêtant et inquiétant. Parce que les pêches au Québec, c'est un volet socio-économique, culturel même. Le fleuve Saint-Laurent, c'est une fierté. Les gens le savent. Les gens, même s'ils sont loin de l'activité fluviale, ils savent que le homard, c'est une fierté dans le monde entier. Là. Le homard du Québec, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les pêcheurs des îles de la Madeleine, les pêcheurs... Et tout à coup... on se rend compte que c'est même pas pris en compte par le reste du Canada, par le fédéral. Ils n'en ont beaucoup que pour Terre-Neuve, les grandes pêches, des bateaux-usines. Et pourtant, la vraie pêche éthique et durable et la volonté qu'elle le reste, ça vient des pêcheurs du Québec. Ça se passe au Québec. Une notion particulière. Les pêcheurs pélagiques me disaient qu'il y a juste eux qui ont l'obligation de déclarer leur prise. Avant qu'on ferme le maquereau et le hareng, il n'y avait que les pêcheurs du Québec qui avaient l'obligation de déclarer leur prise au fédéral, au ministère Pêche-Océan. Pourquoi pas les autres? Qu'est-ce que c'est que cette discrimination? Est-ce que c'est ajusté depuis ce temps-là? Non, non, mais ils ont fermé la pêche. Ils ont fermé les bateaux sont taqués depuis mars 2022, les pêcheurs de hareng et de maquereau. Et ces gens-là attendent avec impatience. Il y a des crevettiers. Et là, je souligne encore une chose importante, c'est qu'on va perdre l'expertise, on va perdre la relève également. Parce que les jeunes ne veulent plus s'investir dans les pêches parce que c'est devenu... Vous savez, quand on est à quai, qu'on connaît son métier et on attend après des décisions de bureaucrates, c'est très difficile. C'est très difficile pour le moral de ces gens-là. Partie de l'industrie. Et quand on veut dire, on va aller s'asseoir à la table, on va vous expliquer, voici nos données. On a pris des données, on a fait des lectures. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas perdre leurs ressources, c'est bien les pêcheurs. Mais c'est les derniers qu'on écoute. Et comme vous dites, en plus, ça touche au niveau de l'économie locale, ça touche il y a durement, des villages complets qui ne dépendent que de ça. Et par ricochet, toute une économie. Les pêches on pêche, par exemple, un flétan, puis on est à la pêche à d'autres poissons, puis il y a un flétan qui se prend dans notre pêche, il est mort, puis on est obligé de le remettre à l'eau. C'est pas normal, ça. Il y a un paquet... Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je veux revenir sur les cinq priorités du bloc pour la rentrée parlementaire. Il y a évidemment l'environnement qui est sur le dessus de nos préoccupations, parce que tout est une question d'environnement. Alors, quand on prend une décision, quand on réfléchit à quelque chose, on met toujours l'environnement en avant de tout, parce que demain matin, s'il y a un raz-de-marée, comme il y a eu à Baie-Saint-Paul, s'il y en a 3 fois par année, ça va finir par avoir une fin, et tout en dépend. Donc, cet environnement-là, elle est dans toutes nos décisions, et c'est un éclairage qui ponctue
toutes nos réflexions. Donc, vos décisions vont être basées à partir Absolument. de l'environnement. Absolument. Et il y a toutes sortes de raisons de penser que ce n'est pas toujours ce qui se passe au fédéral qui dans les faits, dit quelque chose et fait le contraire. Quand on pense à Trans Mountain, qui est rendu à plus de 30 milliards de dépassement de coûts, alors qu'on pourrait investir davantage dans la transition verte, et avec toute la noblesse que ça commande, notre chef avait déjà dit, si vous prenez ces milliards-là, puis vous les donnez à l'industrie du pétrole pour qu'ils fassent une transition verte, pas de la captation du carbone pour continuer de percevoir encore plus de pétrole, là. Vraiment engager une transition verte, bien, nous, on est d'accord que cet argent-là se déplace dans ces industries. Parce qu'on ne veut pas que personne perde sa job, là. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une vitalité. Mais au Québec, on est déjà dans ça. Et je reviens sur le fait c'est la bourse du carbone qui est appliquée ici. C'est pas la taxe carbone. M. Poilievre ne dit pas la vérité. Et il la répète 20 fois, ça devient une vérité. Mais c'est bien connu. Mais il n'y a pas de taxe carbone au Québec. C'est une bourse carbone qui existe depuis 2013. Et c'est mon chef, qui était ministre de l'Environnement dans ce temps-là, qui a fait cette entente-là avec la Californie, qui sont plus populeux que le Canada à lui tout seul. Donc, je pense qu'on est en avance sur le Canada, puis on en a pas mal à leur raconter là-dessus. Donc, ça va se poursuivre de ce côté-là. Exactement. De votre côté. Évidemment, il y a toute la question de l'ingérence, non seulement l'ingérence des pays étrangers, mais l'ingérence du fédéral dans les compétences provinciales, et ça se voit dans le logement, ça se voit... Ils prennent toutes sortes de petits moyens pour essayer de s'ingérer dans nos affaires. On va être bien évidemment vigilants et surveiller ça de près pour qu'on respecte les compétences du Québec et qu'on l'argent qu'on paie avec nos impôts, tout le monde qui se lève le matin là, et qui verse 20, 30, 40, parfois 50 même % de leur paye pour le fédéral et le provincial, bien que ces impôts-là nous reviennent en bonne et due forme. Et c'est pas toujours le cas. Alors, fait nous autres, on s'en occupe. On va être digne de confiance. C'est notre slogan. C'est votre slogan pour cette année? année? Oui, c'est notre slogan. Bien, on va vous souhaiter une belle rentrée. Merci. Pour bien représenter les gens d'ici. On est craqués. Oui, vous êtes prête? Ah oui, je suis prête, j'ai hâte. Oh, j'aime tellement mon travail, là, j'en reviens. Sincèrement, j'ai toujours aimé ça, la politique. J'ai toujours été intéressée, mais j'ai pris vraiment goût et je sais que je fais une différence. Chaque jour dans nos bureaux, on fait une différence pour les gens. On sert les gens ici sur le territoire, on les aide de toutes sortes de manières. Et je pense que les gens l'apprécient. Moi, j'en entends parler. J'ai une équipe du tonnerre et voilà. Et j'espère qu'on sera, encore une fois, les adultes dans la pièce. Ça ne regarde pas bien le fédéral en ce moment. On regarde ça aller, nous autres, les deux partis qui s'arrachent les cheveux puis qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de dossier qui avance, là. Si on n'est pas là pour se lever et dire, écoutez, là, ça va être correct, on peut-tu passer à notre appel, parler des choses importantes pour les gens qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance. On essaie de les ramener à l'ordre, puis ça marche la plupart du temps. Donc, 2024, peut-être la dernière année avant une élection qui est prévue pour 2025. Sait-on jamais? Sait-on jamais. On va souhaiter pour vous et votre équipe une belle rentrée 2024. Merci. Salutations à tout le monde qui vous écoute et qui nous écoute et qui espère qu'on fasse une différence pour eux dans leur vie. Je me lève le matin et c'est ce que j'espère faire tous les jours. Et souvent, j'y arrive. Alors, on est content. Un grand merci. Merci à vous. C'est tout pour Une heure d'ici. Passez une belle semaine.